moi, je vais vous parler, des temporalités du confinement, d'un point de vue tout à fait qualitatif. Donc ça va venir, compléter, la première présentation avec, vraiment, des discours et des témoignages, assez, individuels. Alors, je vais commencer par vous parler, donc ça, c'est mon plan. Donc la genèse du projet, puis, la méthodologie et puis ensuite, je passerai sur, 4, parties, par rapport à cette temporalité du confinement et j'espère tenir les 20 minutes. Alors, au début du confinement, du premier confinement en France, donc la question de départ que je me suis posée en tant qu'anthropologue, c'était vraiment: quelles sont et quelles seront les conséquences du confinement sur la vie sociale et quotidienne? Et quelles archives laisserons-nous de cette période? Donc on a commencé dès les premiers jours du 1er confinement à voir fleurir, sur, les, médias, nationaux, des journaux de confinement qui étaient tenus par des écrivains, des écrivaines, pour, les 2 exemples que j'ai mis ici. Et donc l'idée c'était de se dire, «Est-ce qu'on ne pourrait pas justement, donner la parole à des personnes qui ne sont pas médiatisées pour voir ce qui se raconte dans les journaux de confinement en population générale?» Dans le même temps, enfin, fin mars, début avril, on a vu aussi fleurir des, collectes d'archives du confinement, de mémoire du confinement par des archives municipales, départementales et cetera. Il y en a eu, vraiment, beaucoup et les formats étaient très libres. Il s'agissait de collecter des témoignages, on pouvait envoyer des photos, des écrits manuscrits, voilà. Donc nous, on a trouvé que c'était vraiment très, très large. C'était une très bonne idée. Enfin, moi, j'avais envie d'aller vers ça, mais le format était, hyper large et on voulait plutôt, conduire, entraîner les participants à pouvoir livrer un témoignage, mais de façon un peu plus formatée sur des questions précises qui nous intéressaient. Et puis après, de l'autre côté, on a vu aussi de nombreux questionnaires en ligne. Là, j'ai juste mis un extrait du questionnaire de Bruno Latour où là, il s'agissait de remplir des Google Forms, et cetera. Et la particularité de cette façon de faire, c'est qu'on ne récupère jamais les données qu'on a livrées au questionnaire et des fois, quand on répond à beaucoup de questionnaires, on oublie, à quel projet de recherche on a participé et cetera. Donc là-dessus, on s'est dit, qu'on voulait avoir une double orientation pour ce projet de recherche, à la fois historique et socio-anthropologique. Pour, d'un côté, recueillir des données sur les expériences vécues et les adaptations au quotidien et la particularité de ce projet, c'était de le faire de façon régulière sur 15 semaines, donc les, 8 semaines du confinement et puis ensuite, sur la période du déconfinement et vraiment au moment où ces adaptations et ces expériences sont vécues. Et on voulait aussi stimuler la production de récits écrits pour écrire les archives de demain, vraiment constituer un corpus d'écrits sur ce que les participants, avaient vécu. Donc on se rapproche de ce qu'on appelle la sociologie de la vie quotidienne. On voulait vraiment consigner le vécu du temps réel, comme l'appelle Frédéric Worms, c'est-à-dire pas seulement, le temps qui passe ou le temps individuel, mais vraiment le temps de ce qui se passe, le temps de la pandémie. Pour la méthodologie, on s'est rapproché de tout ce qui était, diary studies où, il s'agit de donner un journal, aux participants pour qu'ils racontent, ce pourquoi on est intéressé. Généralement, ces approches sont combinées à des entretiens semi-directifs et nous, on n'a pas eu le temps, de le faire, enfin, on n'avait pas les moyens, humain et la temporalité libre pour le faire. Donc on s'est contenté de récolter passivement les écrits qui ont bien, voulu nous être livrés et je passe du temps sur cette méthodologie parce que justement ça conditionne, ce qu'on a pu recueillir, à la fin. Alors on a mis en place le projet dès mars 2020. Je l'ai cofondé avec un collègue qui s'appelle Laurent Gontier et qui est un artiste-auteur. Donc on a mis en place donc lui, il était intéressé aussi du côté, l'approche historique, moi l'approche socio-anthropologique. On a mis en place un site internet, récitsconfinés.net, on a créé le logo, on a eu des pages sur les réseaux sociaux pour la visibilité et puis pour, la diffusion.
On a ensuite été rejoints par des chercheuses bénévoles, donc que des femmes et je mets le doigt là-dessus sur le fait qu'on est tous bénévoles, on était tous bénévoles au départ dans ce projet et notamment moi qui suis postdoc et voilà, donc on l'a toutes fait, on a toutes essayé de récolter, ces données en plus de nos temporalités de confinement, respectifs. Le projet a ensuite été rattaché au CEPED, Université de Paris et on a eu plusieurs financements. Je reviendrai vite fait dessus, tout à l'heure. Alors, notre méthodologie, c'est qu'on a, mis en place une trame de questionnaire qui consistait juste en un document Word d'un certain nombre de pages avec au début une notice, d'explication, puis, une forme de journal de confinement, où le participant pouvait remplir son journal, au départ avec l'élaboration d'un code personnel pour anonymiser tout ça. Et puis après, pour un peu, motiver et entraîner le participant, on avait, quelques petites, données, quantitatives, au départ, avec des tableaux, comme ça, où on pouvait renseigner le nombre de collations dans la journée, le niveau du moral du jour, le nombre de sorties et cetera. Et ensuite, on avait la partie vraiment, questionnaire, qualitatif, où il s'agissait de raconter, selon 6 thématiques choisies, son quotidien. Donc on a la routine, l'alimentation, entretien du corps, hygiène santé, les attitudes à l'extérieur, les expériences de sortie et les attitudes à l'intérieur. Et puis ensuite, bien sûr, de l'expression libre. On a diffusé les trames pendant 15 semaines de façon hebdomadaire, de mi-mars à fin juin 2020, et on a fait une deuxième collecte unique en décembre 2020. On a diffusé sur les réseaux, dans nos réseaux, sur les réseaux sociaux et j'ai relancé chaque semaine et je pense que c'est ça qui a permis une forte adhésion au processus, par les participants qui ont, justement bien voulu nous envoyer des écrits. Ça, j'ai fait un petit, schéma de la fréquence de participation. Alors, ça représente le nombre de trames de questionnaires qu'on a reçus par semaine, du projet. Donc on l'a lancé en semaine 3 avec une demande de participation rétroactive. Donc on voit qu'il y a quand même, on a quand même eu 23 trames pour la première semaine et 20 pour la deuxième. Et puis après, bon, bah, ça va un petit peu en diminuant et puis on voit qu'à partir du déconfinement, il y a un peu moins de participants et aussi en semaine 10, c'est que j'avais envoyé la trame jeudi au lieu de lundi parce que justement le déconfinement était là et donc on a eu 473 trames, de 78 participants pour le premier confinement et pour le deuxième, on a relancé que pour les participants, de la première vague et on a eu, 18 trames. Et ça, c'est juste pour vous montrer le nombre de trames par participant. Donc, il y a 9 personnes qui ont envoyé une seule trame, mais il y a 10 personnes qui ont envoyé 10 trames. Donc, on a quand même une majorité des participants qui ont participé plus de 2 fois. Et ça, c'était vraiment hyper intéressant parce qu'on voulait avoir une régularité. Alors ça, c'est pour les profils, une majorité de femmes, comme dans beaucoup d'enquêtes quand il n'y a pas des quotas. Hem, la pyramide des âges, voilà, j'ai plutôt 25, 44 ans. On a un grand nombre de personnes qui, se sont déclarées non actives, professionnellement, mais avant le confinement, pas dû au confinement. Donc là, l'hypothèse, c'est aussi que ces personnes-là avaient un peu plus de temps pour, faire ce genre de projet. Et puis le nombre de co-confinés où on voit qu'en majorité, les personnes sont confinées avec une ou 2 personnes. Comme on n'a rien filtré, on n'a pas du tout, voilà, on n'a pas du tout eu, on n'a pas fait des quotas en fonction, des âges ou des CSP. On a eu donc une majorité de profils, CSP+, avec des ingénieurs, des métiers de la recherche, quelques métiers du soin quand même aussi, ostéopathes, infirmières et puis également, 2 personnes qui continuent une activité professionnelle à l'extérieur, un boulanger et un employé de supermarché. Ça, c'est juste, pour vous dire que ce projet après a reçu des financements AFD et ANRS pour être, fait en Guinée et au Cameroun. C'est toujours en cours, mais je ne parlerai pas de ces données ici, je parlerai que, des données France. Alors qu'est-ce qu'on a vu avec tout ça? Donc moi, je vais vous parler de la reconfiguration des temps sociaux. On a vu au début du confinement qu'on avait une multiplicité des temps sociaux, comme l'a très bien dit, Patrick, juste avant moi, où en un seul lieu étaient, rassemblés, les temps sociaux, les temps individuels, des co-confinés, mais en un seul endroit.
Et là, on voit vraiment qu'on a une opposition entre chronos, qui est le temps réglé par l'horloge, et kairos, qui est le temps estimé, approprié, le temps de l'opportunité. D'un point de vue donc, quantitatif, on a le chronos, et d'un point de vue qualitatif, on a le kairos, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire de ce temps. Dans les témoignages, on a vu que dès les premières semaines, il y avait une nécessité d'adaptation au télétravail, avec un réaménagement de l'espace de vie pour satisfaire justement les différents emplois du temps des personnes co-confinées, ou même de personnes qui étaient confinées seules, et des difficultés qui émergeaient dans la nécessité de combiner plusieurs temps de vie dans cette même sphère domestique. Des temps professionnels, des temps d'apprentissage, des temps domestiques, des temps ludiques. Là, j'ai mis un témoignage de Mathilde, qui a 35 ans, qui habite en banlieue parisienne, qui est confinée avec son conjoint et 2 enfants en semaine 6, qui dit: «Parfois, je me retrouve dans des situations dingues. Je réponds à un mail du travail tout en réfléchissant à une question posée par ma fille sur ses devoirs, tout en ayant mon petit de 20 mois qui piaille pour monter sur mes genoux, tout en ayant le déjeuner qui chauffe. Par moments, je ne me sens pas loin du burn-out.» Et on a vu dans certaines recherches qui commencent à sortir, et puis aussi sur avec des articles dans la presse, que la charge mentale des femmes dans cette période était accrue du fait de leur temps professionnel et du temps domestique. Ce télétravail, à ce moment, il peut être vu comme un brouillage des frontières entre les temps sociaux, avec des risques de confusion entre vie privée et professionnelle. Toujours Mathilde, elle dit: «Le télétravail a été, très prenant cette semaine, une réunion Zoom, énormément de mails, un rendez-vous téléphonique individuel avec ma chef, où j'ai cru que j'allais fondre en larmes quand elle m'a demandé comment j'allais.» Ça, c'était en semaine 8, et en semaine 9, une semaine après: «Je n'en peux plus, j'aurais vraiment besoin de voir moins mes enfants et surtout d'être dans des et surtout être moins dans les tâches ménagères qui sont juste harassantes. Ma patience est à bout, je m'énerve beaucoup plus vite et l'ambiance est quand même plus tendue.» Donc face à ça, on voit que, un certain nombre de participants et participantes ont mis en place des routines. Donc des routines strictes, donc là toujours la même participante qui dit: «Tout le monde en a besoin» en semaine 3, et en semaine 8 qui dit: «C'est une lutte de tenir l'édifice de notre vie.» Ou des routines qui ressemblent à la vie ordinaire, ou encore une réinvention d'une routine comme avant. Là, j'ai mis un extrait d'un témoignage que j'aime beaucoup, de Juliette, 46 ans, qui est confinée avec sa fille et son conjoint en semaine 5, qui dit: «Ma fille de 7 ans a un rituel. Elle met un cahier de vacances dans un sac à dos avec sa trousse et une gourde, me dit "Au revoir maman, je vais à l'école" et elle part s'asseoir sur le muret qui sépare notre jardin de celui des voisins. Elle s'installe là pour faire ses devoirs. Ce n'est pas neutre, elle est aux premières loges pour voir ce qui se passe dans la rue.» Alors cet extrait, je le trouve hyper intéressant parce que justement, on voit que cette petite fille, elle a besoin de s'éloigner du domicile confiné, de se rapprocher du monde extérieur, mais aussi elle reproduit une action qui est connue dans son quotidien d'avant confinement, comme une sorte d'imitation différée qui évoque quelque chose d'absent. Ici, c'est aller à l'école. Donc là, elle reproduit quelque chose qui manque en semaine 5, donc 5 semaines après l'arrêt de l'école. Donc au niveau des relations entre co-confinés et des organisations familiales, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de tensions, que certains mettaient en place des stratégies pour éviter ce qu'ils appelaient l'effet cocotte-minute. Là, j'ai mis le témoignage de Caroline, 49 ans, infirmière libérale dans la banlieue de Saint-Étienne, qui dit en semaine 4: «Pour moi, au début, c'était le bonheur. Les aînés de mes enfants sont rentrés au nid pour vivre confinés chez papa-maman.» Puis après, elle dit que justement, il y avait un peu, les rythmes étaient chamboulés, les habitudes de vie ne sont plus les mêmes, et des difficultés notamment pour supporter la petite sœur et le petit frère n'est pas toujours très simple. Et en semaine 9, elle écrit, première semaine de déconfinement, elle écrit: «Pas simple la vie de famille nombreuse. On a partagé de bons moments, mais il est temps que chacun reprenne son chemin. La vie en communauté n'est pas simple tous les jours.» Dans une autre partie, ce qu'on a pu voir par rapport à ces temporalités, c'est la notion de vouloir combler le temps. Le temps qui était donc donné à disposition, enfin, quand je dis combler le temps, c'était le temps qui n'est pas consacré, par exemple, aux activités extérieures, aux déplacements. C'est le temps vraiment, le temps domestique. Il y a cette notion qualitariste du temps où il va falloir bien utiliser son temps, le rentabiliser, réussir son confinement. Et on a vu aussi sur les réseaux, dans les médias, des stratégies, des tactiques pour justement
lire les livres qu'il fallait lire, écouter de la musique, avoir des conseils culturels, etc. Où il y avait vraiment cette notion de profiter tant qu'on est en confinement. Et on voit se mettre en place des notions de surproduction avec une optimisation, remplir le temps vraiment qui est disponible, beaucoup de nettoyage, rangement, ménage, bricolage, jardinage, activités manuelles, mais aussi apprentissage de nouvelles compétences. Là, j'ai mis 2 petits extraits où Isabelle, 63 ans, va faire son arbre généalogique, entre autres, et puis suivre un cours sur internet, et Laure, 50 ans, qui va apprendre à tricoter des moufles. Et ce temps, hors confinement, ce temps de la crise, sanitaire, il peut être vu comme un temps suspendu. Donc bien sûr, décélération du rythme quotidien et dans les témoignages qu'on a eus, on a vu que les participants, essayaient de faire le point, faire le tri, aussi bien d'un point de vue matériel, avec ranger, réagencer leur maison et cetera, qu'immatériel, avec la notion de quoi on rêve, de quoi on a envie, quelles sont les aspirations dans la vie, les choix futurs, les situations personnelles et professionnelles. Beaucoup de questionnements, à ces sujets. Et là, on voit vraiment qu'on est dans le kairos, où on se questionne sur la qualité du temps vécu, et voire même, certains témoignages, aller dans le sens d'une routine domestique réenchantée. Là, j'ai mis un extrait en semaine 3 de Laure qui disait que justement avant, elle empilait les actions sous forme de minuteurs avec, lancer la machine à laver, faire le repas, plier le linge et cetera quand elle était, chez elle. Et que maintenant, elle avait réalisé qu'il fallait qu'elle déconstruise ce fonctionnement pour faire les choses l'une après l'autre, tranquillement, parce que le temps a changé, il n'est plus étagé, il est en longueur. Cela change aussi mes rapports aux enfants. Quand ils me parlent, je peux tout arrêter et écouter entièrement. 2 points, j'ai le temps. Et enfin, quatrième partie, on a vu qu'il y avait des différences de témoignages en fonction de la saisonnalité des confinements. Donc le premier confinement de mars 2020, c'était donc le temps du printemps. On a appelé ça le temps de la contemplation de l'environnement. On a beaucoup de témoignages qui se sont arrêtés sur, justement regarder, les arbres, les feuilles, pousser, les arbres fleurir et cetera. Christine, 55 ans, qui habite à Orange, en ville, elle dit: «Première cerise trouvée au supermarché. Cela m'a fait penser que l'on avait vu juste les fleurs avant le confinement et qu'il y avait maintenant déjà les fruits». Et on a vraiment un lexique qui est tourné vers cette contemplation, ce renouveau du printemps. Il fait beau, on sent les odeurs de jasmin, le chant des oiseaux. Il y a quelqu'un qui dit, «J'ai regardé un grand moment un merle qui apprenait à son petit à voler du bonheur». Et ça, on voit que ça les témoignages, ils étaient présents pour les participants qui habitaient à la campagne, mais aussi ceux qui habitaient en ville. On n'a pas vu de distinction par rapport à ça. Et deuxième confinement, alors là, les témoignages, sont, tout à fait différents. C'est le temps de l'automne, de la lassitude et de la perte de sens. Et on voit un lexique beaucoup plus, négatif, beaucoup plus empreint d'angoisse et de déprime et aucune référence à l'environnement, heu, juste par rapport à la baisse de la luminosité et aux températures. Donc là, j'ai mis 2 petits témoignages. Le deuxième confinement m'angoisse davantage. J'ai l'impression de plus en plus forte d'étouffer et de ne pas vraiment vivre. Ne sortir que pour travailler me met hors de moi. J'ai l'impression d'être un animal, de n'avoir aucune existence. Laure, 50 ans, en Normandie. Pour Sandrine, 61 ans, à Bagnolet, elle dit: «Ce deuxième confinement, donc, difficile. Je commence à en avoir marre de cette distanciation. Mes collègues et les sorties me manquent. C'est beaucoup plus difficile que le premier. Je me sens moins en forme, plus inquiète, plus irritable, moins motivée, mais je continue quand même dans ma routine». Voilà, alors pour conclure, j'espère que j'ai pas été trop longue, ce projet, il a permis de voir que les participants, donc qui ont bien voulu, nous livrer, leur, récit écrit, se questionnaient, quand même pas mal sur le temps vécu. Ça se Ça se rap enfin, tout ça se rapproche de, cette, notion, du temps selon les 3 dimensions développées par Frédéric Worms, qui dit que donc d'un côté, il y a la durée de l'événement lui-même qui s'étend et qui dure, l'événement de la pandémie, l'instant constamment changeant dans cet événement et enfin l'histoire qui va au-delà de cet événement en rejoignant tous les autres, c'est-à-dire, l'histoire plus globale du vécu de la pandémie. Ce qui était aussi intéressant de noter, c'est que dans les petits clins d'œil aux chercheurs,
parce que comme il y avait les expressions libres, on en recevait pas mal. Ce projet Récits confinés, il est aussi venu structurer le temps du confinement des participants, qui nous ont remerciés d'avoir mis en place, un échappatoire, un devoir quotidien pour rythmer un peu, les journées. Mais c'est aussi venu rythmer le temps du confinement, des chercheurs, qui ont mis en place, ce projet. Voilà, donc je trouvais que c'était intéressant de développer juste ce petit point. Après, bien sûr, comme c'est un projet qui est énorme, j'aurais pu parler, de beaucoup d'autres, aspects qu'on a eu, dans tous les questionnaires. Mais justement, c'était intéressant de voir que ce temps individuel, il était inscrit dans un temps social et global et de cette expérience du confinement à plus grande échelle. Voilà, je vous remercie. Je vous laisse sur cette, photo, d'un échange entre voisins, d'une participante, artiste qui nous a envoyé ça pour, témoigner. Voilà, je vous remercie.